Bonjour à tous, bienvenue. Donc, nous voici réunis pour refaire la webconférence de vendredi, donc sur le thème Explosion du digital, quelles valeurs technologiques privilégier dans votre portefeuille. Cette webconférence sera animée donc par quatre de nos experts, donc Cédric Louboutin, responsable de l'offre financière, Florent Martini, gérant sous mandat, Cédric Moissin, responsable de clientèle, et le bien connu Lionel Duverger, que vous pouvez suivre sur Twitter, expert analyse technique. Donc, bienvenue à tous. Voilà, on va ouvrir le micro de Cédric. Laure, tu nous as coupé, je crois. Oui, pardon. Oui, et que C'est bon. vous pourrez poser vos questions donc via le chat en bas à droite et que cette session est enregistrée. Voilà, bonne conférence à tous. Tu nous mets les slides, s'il te Oui, plaît? là c'est bon? Non. Tu veux la 3? Celle-là. Mais je vois pas de slides, en fait. Ah, elles y sont. Donc Ok. là, c'est Covid-19, une lente évolution. Bon, ben c'est parfait. Bonjour à tous, donc Cédric Louboutin. Ravi de vous retrouver. Bon, alors effectivement, on était un peu coupé vendredi. Je vais reprendre brièvement ce que je disais, qui est un point quand même de cycle. Comme vous le voyez dans le graphe en haut à droite, on arrive sur un plateau au niveau des nouveaux cas. On est autour de 80 000 cas par jour. Ça s'est encore plus stabilisé dans le week-end. Il y a quand même des craintes. En Asie, notamment, on parle de Singapour qui devrait faire face à une seconde vague de nouveaux cas. Également au Japon. C'est surveillé d'extrêmement près par les autorités, naturellement. En Europe, on a une situation qui évolue positivement, mais c'est extrêmement lent. Il y a des mesures de déconfinement, mais plutôt sur des pays comme l'Allemagne, le Danemark ou la Suisse, comme vous avez certainement pu l'entendre ou le voir. Donc le pic de l'épidémie semble être atteint, mais il y a beaucoup de questions sur vitesse du déconfinement, rechute, revaccination ou pas. Aux États-Unis, pareil, on a le pic qui semble être atteint, notamment dans la ville de New York, qui nous inquiétait énormément il y a un peu plus de 10 jours. On reste sur des chiffres de victimes très très élevés, malheureusement, mais voilà, une évolution qui est un peu plus positive que ce que l'on pensait et un peu plus rapide que prévu, surtout pour sortir. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le terme et le mot de déconfinement est vraiment dans tous les esprits, dans toutes les bouches. Donc ça prouve que l'on s'y achemine. L'économie ne ressortira pas indemne, mais on est en train de tourner la page la plus triste et la plus inconnue peut-être de cette crise sanitaire. En termes d'investissement, alors on le suit depuis plusieurs semaines, mais les mesures de soutien aux économies sont absolument énormes. On parle de 2,3 trillions de dollars de soutien aux entreprises US, donc qui ont été votées par le Parlement. On a des bons chiffres qui viennent d'Asie. On avait vendredi les chiffres des importations et des exportations chinoises qui restent en négatif. On est sur des territoires autour de moins 9%, mais beaucoup plus encourageants que les moins 17 qu'on avait le mois d'avant et des reculs à deux chiffres que l'on attendait. Sur le front du pétrole, parce qu'on en parle un peu moins, et bon, on a atteint un niveau un plus bas depuis 20 ans, mais je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même eu un accord entre l'OPEP élargi avec États-Unis, Arabie Saoudite et Russie, donc qui se mettent d'accord pour une baisse de la production. Elle n'est que de 10 millions de barils en moins par jour contre une estimation à moins 30 liée à la chute de la demande. Alors, d'un point de vue purement marché, alors je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes de Lionel, mais qui reviendra dessus, mais ce que l'on peut dire, c'est que où on est un peu décontenancé, c'est que normalement un bear market, habituellement, se fait en deux temps, avec une première baisse, un rebond, et ensuite on a des nouveaux points bas qui sont atteints dans les semaines après. Sauf qu'aujourd'hui, on a des mesures, je le mentionnais, économiques absolument uniques, inédites. On a eu des mesures prises de manière uniforme, homogène par tous les chefs d'État et toutes les banques centrales. Donc c'est ce qui implique un peu de brouille et ce qui est un petit peu nouveau. Et enfin, j'en terminerai par notre position sur les marchés qui ne varie pas, à savoir on table sur des opportunités aujourd'hui pour des investisseurs moyen-long terme. À court terme, on reste toujours dans une incertitude très importante. On manque vraiment de visibilité, puisque même si on est vraiment étroitement lié à l'évolution du virus.
Donc on table toujours sur une reprise sur la deuxième partie de l'année, avec des points intéressants d'entrée aujourd'hui. Voilà. Lionel. Oui, bonjour à tous. Alors là, vous voyez sur cette charte l'évolution sur longue période du Nasdaq, en haut, de 2006 à aujourd'hui. Et vous voyez en bas son ratio relatif au S&P 500. Comment s'interprète la courbe en bas en violet? Tout simplement, quand elle monte, c'est que le Nasdaq se comporte mieux que le S&P 500, il surperforme. Et quand cette courbe en violet redescend, c'est que le Nasdaq sous-performe. Donc, ce qu'on constate, c'est que en termes relatifs, donc en bas, le Nasdaq performe de manière stable depuis 2006. Vous avez une surperformance qui se vérifie au-dessus d'une ligne de tendance haussière en pointillé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette surperformance se vérifie même au travers de la phase de 2008, donc une récession importante, et de celle de 2020, également une récession dont on verra la profondeur. Mais donc, on a quelque chose qui se vérifie même dans ces phases vraiment très délicates. Et si on prend d'autres corrections de marché, certes moins prononcées, mais tout de même significatives, que ce soit en 2011, en 2015 ou en 2018, le Nasdaq a continué de surperformer les grands indices actions. Donc ça, c'est pour la partie relative, donc surperformance. Et puis pour ce qui est du comportement du Nasdaq en absolu, donc en lui-même, en haut, ce qu'on voit, c'est qu'il évolue au-dessus d'une ligne de tendance haussière long terme qu'il entretient depuis 2010. Donc 2010, cette ligne a été touchée, 2011, 2015, 2018 et récemment, sur le point bas de ces dernières semaines, on a eu également une validation de cette ligne de tendance haussière à long terme. C'est un des rares grands indices qui peut se targuer d'avoir une tendance haussière à long terme toujours préservée. Donc c'est un indice qu'on privilégie. Alors sur la diapositive suivante, on va voir quelque chose qui est un peu le corollaire de cela. C'est vous avez ici tous les secteurs américains, secteurs d'activité de 2010 à aujourd'hui. Et vous voyez en vert, ce qui mène le bal, qui surperforme de manière quasiment constante, c'est le secteur technologique, puisqu'il réalise une hausse hors dividende de 294% sur ces 10 dernières années. Et le moins bon secteur tout en bas, le secteur de l'énergie. Bon, vous avez quelques autres secteurs qui se comportent bien et qu'on privilégie également, comme la santé et la consommation. Mais vraiment, le secteur technologique se détache et continue de creuser les écarts, et c'est encore plus vrai ces dernières années et ces dernières semaines. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les grands indices américains surperforment les indices européens, c'est le poids du secteur technologique dans les grands indices. Il faut savoir qu'aux États-Unis, représente plus de 25% maintenant des indices. En Europe, c'est un secteur important, mais qui représente moins de la moitié, 11,5% dans la zone euro. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les indices américains surperforment. Ce n'est pas une question tant d'appartenance pays, c'est une question de pondération sectorielle et de forte part des secteurs technologiques. Alors, je laisse la parole ensuite pour la diapositive suivante. Oui, bonjour à tous, donc Florent Martini, donc je suis gérant sous mandat dans l'équipe de Bertrand Lamiel. Bon, je suis désolé, il va y avoir un peu de redite par rapport à vendredi, mais en tout cas, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu se connecter vendredi de pouvoir tout entendre. Donc aujourd'hui, on souhaitait vous mettre en avant donc, deux thématiques. Donc la première, ce sont toutes ces entreprises qui voient leurs revenus non pas ralentir ou stagner, mais même accélérer dans la période actuelle. Donc les tendances qui se mettent en place sont assez claires. Ce sont des tendances en fait qui étaient déjà présentes avant la période actuelle, mais qui ont vu leur mise en marche s'accélérer, notamment avec la mise en place des confinements dans les pays développés. Et ça fait gagner en fait, si je puis dire, quelques années d'évolution en fait. Et on pense que ces tendances-là sont clairement parties pour s'installer durablement. Donc là-dedans, on va retrouver en fait tout ce qui est relatif au télétravail. On va également retrouver la digitalisation d'un grand nombre de services, comme par exemple la livraison de plats préparés à domicile ou comme le déploiement des solutions de télémédecine. Enfin, dans cette thématique-là, on va également penser au divertissement avec des entreprises qui profitent du nouveau temps disponible qu'on a tous en étant confinés. Donc là-dedans, on retrouve des
des acteurs du jeu vidéo ou du streaming de vidéos en ligne. Et là-dedans, il y a certainement des noms d'entreprises qui vous viennent très vite à l'esprit. On va retrouver des sociétés comme Netflix, comme Electronic Arts ou comme Ubisoft en France. La deuxième thématique dont on voulait vous faire part, c'est si vous parlez de ces acteurs qui sont sur des domaines où s'opèrent des changements qui sont structurels et qui sont séculaires et qui sont tellement massifs que en fait l'histoire des sociétés-là, n'est absolument pas remise en cause par la crise que l'on vit actuellement. Donc dans cette thématique, on va retrouver des acteurs dans tout ce qui est logiciel et surtout en fait solutions de cloud qui sont devenues pour les entreprises des transformations qui sont vraiment nécessaires à adopter parce qu'elles sont beaucoup plus efficientes, notamment en termes de rapidité, de centre de coûts et de sécurité des données, à une époque où on a de plus en plus de cyberattaques. On retrouve également dans cette deuxième thématique de manière assez évidente tout ce qui est relatif au e-commerce, donc tout ce qui est vente en ligne. C'est probablement dans le top 3 des segments qui ont le plus résisté. Donc là, on va penser notamment à des acteurs comme le chinois Alibaba ou comme Amazon. Amazon qui a presque du mal à gérer l'afflux massif de demandes auxquelles le groupe fait face, puisqu'ils ont arrêté à un moment donné, je pense que vous avez suivi ça, la livraison de biens non essentiels dans certains pays comme la France ou l'Italie. Et pour l'anecdote, ils inventent des nouvelles choses parce que là, par exemple, pour la fête des mères, où normalement ils font des promotions assez importantes, ils disent qu'ils ne feront pas de promotion pour justement limiter un peu et réfréner le consommateur dans ses commandes chez Amazon. On pense également à des acteurs comme Shopify aux États-Unis. Ça, c'est un outil qui permet aux PME de créer leur boutique en ligne et qui a vu un afflux massif de demandes ces dernières semaines. Donc tout ça, ce sont des pure players du e-commerce. Mais après, on va retrouver ça également dans d'autres industries, puisque on a eu nos deux entreprises du luxe françaises qui ont publié jeudi dernier, leurs résultats. LVMH et L'Oréal, et notamment L'Oréal, en fait, où Jean-Paul Egon, pendant la présentation des résultats, nous expliquait que le e-commerce avait vu une croissance de 67% en Chine, 50% de croissance au T1 sur le e-commerce au niveau global pour le groupe, et donc des ventes en ligne qui représentent aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de L'Oréal. Donc pour une entreprise qui fait 30 milliards à peu près de chiffre d'affaires annuel, ça commence à être extrêmement significatif. Donc dans cette deuxième thématique, on retrouve également des acteurs du paiement qui sont là soutenus par des changements qui sont structurels sur le paiement numérique et sur les services bancaires en ligne. Et enfin, on met en exergue également le déploiement de la 5G. Donc là, qui est une transformation qui est clairement pas à ignorer, puisqu'on a de plus en plus de données massives à traiter, comme vous le savez. Ça, c'est tout ce qu'on appelle en fait la big data, avec des opérateurs comme AT&T, par exemple, aux États-Unis, qui nous racontent que l'utilisation de leur bande passante est structurellement en croissance. Mais là, sur la période de confinement, on a des pics de croissance de 50% de l'utilisation de cette bande passante donc, dans l'environnement actuel. Et cette 5G permettra notamment de traiter ces données beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficiente. Donc voilà pour ce qui en est de l'introduction. Tout ça, en fait, on va l'illustrer avec 4 titres que sont Microsoft, Prosus, ASML et Adyen. Donc je vais commencer tout de suite avec Microsoft. Donc là, sur Microsoft, on est vraiment sur un mastodonte. Et on est sur un acteur qui finalement correspond bien aux deux thématiques que j'ai mises en exergue. Donc d'une part, en fait, le confinement et notamment le télétravail profite largement au groupe puisqu'il propose des solutions de travail collaboratif avec par exemple Microsoft Teams, qui est donc l'application de visioconférence de Microsoft. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le nombre d'utilisateurs de Teams a en fait plus que doublé depuis le début de la période de confinement.
Et juste pour illustrer ça avec un chiffre concret, en fait, rien qu'en France, il semblerait que les utilisateurs de Teams généreraient 900 millions de minutes d'appels et de réunions par jour. Donc ça vous donne un ordre d'idée à l'échelle globale. La coupure de vendredi qu'on a subie malheureusement donne un petit peu d'eau à mon moulin, puisqu'il y a des avantages concurrentiels qui sont assez clairs chez Teams, puisqu'il semblerait, et on en a fait l'expérience vendredi, qu'il y ait un petit peu des problèmes techniques chez Cisco Systems avec le système Webex qu'on utilise aujourd'hui. Et donc des problèmes techniques chez Cisco et également chez l'autre concurrent de Teams qui est Zoom Vidéo, où là, il semblerait qu'il y ait des problèmes de sécurité de données. Et pour vous donner mon expérience personnelle, je suis actuellement des formations à distance avec une université et on utilise Teams. Et depuis le début de la période de confinement, j'ai eu plus de 20 heures de conférences avec Teams et j'ai jamais rencontré le moindre souci technique. Voilà. Donc cet afflux massif vers les applications de Microsoft a entraîné entre guillemets un bon problème pour Microsoft, puisqu'ils ont dû gérer un afflux extrêmement important vers leur service de cloud, qui a vu donc une croissance de 800% du trafic. Et dans l'environnement actuel, un autre levier sur lequel Microsoft peut compter, c'est le jeu vidéo, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais Microsoft est exposé en fait via Xbox aux jeux vidéo. Xbox qui est la deuxième console la plus vendue au monde derrière PlayStation, et il est prévu que Microsoft sorte en fin d'année une nouvelle génération de consoles avec une nouvelle Xbox. Alors je disais en préambule que Microsoft appartenait aux deux thématiques, puisque Microsoft est un des leaders mondiaux des infrastructures de cloud pour les entreprises. Ils partagent le haut du pavé avec Amazon Web Services, donc qui est le service de cloud chez Amazon. Et ils arrivent même à leur grignoter quelques parts de marché, puisqu'ils ont notamment gagné il y a quelques mois de ça un contrat de plus de 10 milliards de dollars avec le Pentagone, donc qui était à la base un client de AWS. Sur la partie cloud, on est qui est quasiment en fait la première source de revenus du groupe aujourd'hui. On est sur une croissance annuelle moyenne de 60% par an. Donc c'est quand même assez impressionnant vu le montant en fait que ça génère de croissance annuelle en termes absolus. Hein. Alors effectivement, hein, dans l'environnement actuel, cette croissance, elle est amenée à se tasser un petit peu. Mais ils vont probablement amortir fortement le choc pour deux raisons. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur le moyen terme, la transformation pour les entreprises vers les solutions de cloud, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui se voit même renforcé dans la période actuelle. Et deuxièmement, en fait, Microsoft en fait facture ce service de cloud à ses clients en mode abonnement. Donc, c'est-à-dire que le client paye en fait une charge soit trimestrielle, soit mensuelle, soit annuelle à Microsoft pour utiliser Azure. Et c'est comme votre abonnement Netflix ou votre leasing de votre voiture. Et donc ça, en fait, ça permet à Microsoft d'avoir une récurrence dans ses revenus, de la visibilité. Et c'est exactement ça, en fait, que les investisseurs recherchent aujourd'hui. C'est cette visibilité-là dans un environnement qui est très incertain. Et les investisseurs, ils sont prêts à payer une prime de valorisation pour ça, et parfois même à la payer extrêmement cher. Donc voilà pour Microsoft, et je passe la parole à Lionel pour la partie technique. Oui, alors ici, vous retrouvez l'évolution du titre Microsoft de 2015 à aujourd'hui, en haut. Donc, il évolue au-dessus d'une ligne de tendance haussière long terme, là aussi, avec des points de contact en 2015, 2016, 2018 et récemment en 2020. Donc, tendance haussière long terme en absolu. Au milieu, en violet, vous avez, comme tout à l'heure, la force relative donc, par rapport au S&P 500, hein, donc son benchmark. Donc, la courbe en violet, le ratio relatif. Donc là aussi, tendance à la surperformance, vraiment stable. Hein, on voit très très peu de volatilité sur cette courbe-là. Donc quelque chose qui est régulier, bien installé dans le temps. Et puis en bas,
vous voyez l'évolution du ratio relatif, cette fois au secteur technologique américain, en bleu clair, et sa moyenne mobile de 100 jours en vert. Donc, ce qu'on constate, c'est que la valeur surperforme non seulement l'indice, mais surperforme aussi son secteur de manière stable. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est de voir maintenant, en découpant un peu sur les différentes phases de marché, où est-ce que Microsoft surperforme le plus finalement. Eh bien, ce sont dans les phases où le marché est un peu tendu, comme en 2015, fin 2015, début 2016. Le marché action corrigé significativement et le titre a surperformé. Et puis en 2018 également, baisse de marché de l'ordre de 20%. Et dans cette phase-là, la valeur a continué de surperformer son secteur. Et encore en ce début d'année, on voit que la surperformance s'est accélérée justement dans la phase corrective. Donc si je voulais être un peu provocant, je dirais que c'est une technologie défensive, c'est une valeur défensive qui amortit bien les baisses de marché et qui n'a pas à rougir non plus dans les phases haussières. Donc, y compris pour des investisseurs un peu prudents, qui ne sont pas forcément très attirés par les valeurs technologiques parce qu'ils considèrent qu'elles apportent une certaine volatilité, eh bien Microsoft est un choix d'investissement qui fait tout à fait sens, justement pour son aspect défensif. Je laisse maintenant la parole pour les autres valeurs que vous souhaitez mettre en avant. Bonjour, donc Cédric, conseiller action, votre conseiller pour certains, merci à ceux qui sont là ou qui se sont même reconnectés après le plantage de vendredi. Je vais vous proposer de vous parler de Prosus en premier lieu. Prosus, c'est coté à Amsterdam, c'est tout récent en bourse, c'est une holding qui a été montée de toutes pièces l'année dernière par un groupe de médias sud-africains qui voulait se développer, s'investir dans la technologie et dans on va dire, les business models de rupture, qu'on appelle le disruptif maintenant. Donc Prosus, côté Amsterdam, c'est une holding. Une holding, c'est une société de participation. En France, on connaît beaucoup Wendel et Eurasio. Donc ce qu'il faut, pour comprendre, pour voir combien ça vaut, il faut regarder en fait dans quoi elle est investie. En l'occurrence, Prosus fait 100 milliards. Vous pouvez considérer qu'il y a 80% de ce capital qui est investi dans le chinois Tencent. Alors Tencent, et c'est là qu'on voit l'intérêt dans le contexte actuel, c'est le géant du numérique et de la technologie web chinois. C'est à peu près dans le même ordre de grandeur, dans le même type d'activité d'ailleurs qu'un Microsoft ou qu'un Facebook. Ils sont partis au tout départ sur un marché chinois fermé, ils se sont développés dans le jeu vidéo et les applications web et dans les réseaux sociaux avec notamment WeChat et donc le Facebook chinois. Enfin, c'est un petit peu réducteur, mais ça revient à ça. Et ça leur a permis, donc, le fait d'être en Chine, d'avoir un marché protégé, leur a permis d'accumuler un trésor de guerre. Il leur a permis par la suite de s'ouvrir et d'aller prendre des participations un peu partout, y compris dans des sociétés tout à fait occidentales. On les retrouve, par exemple, fortement au capital d'Epic Games, qui détient les jeux vidéo stars du moment en ligne, type Fortnite, auquel vous avez peut-être des proches ou des enfants qui s'adonnent en ce moment. Donc Tencent, aujourd'hui, de la même façon que on disait Microsoft est sans doute un des gagnants de cette période un peu compliquée de confinement, Tencent sort très probablement gagnant, même renforcé de cette crise sanitaire pour sa partie tech, pour sa partie numérique, jeux vidéo, et même une activité qui est encore minoritaire mais qui se développe dans le groupe, cloud. Donc ça, c'est 80% de Prosus. Ça va quand même être le gros de la participation à suivre. Les 20% restants chez Prosus, là pour le coup, ce sont des investissements dans toute une galaxie de services, de nouveaux usages. On les retrouve notamment, Laurent en parlait tout à l'heure, dans la livraison de repas à domicile, qui tourne pas mal en ce moment, on le voit bien. Également dans les sociétés financières nouvelles, type les fameuses fintech. Et vraiment, ils sont domiciliés à Amsterdam, en Hollande, mais en fait, ils investissent aux 4 coins du monde. On les retrouve dans les Émirats, en Inde, en Afrique. La société a vraiment vocation à investir dans tout un tas de métiers, encore une fois souvent avec un biais très numérique, très digital, mais un peu partout dans le monde.
on manque un peu de recul sur le cours boursier. Encore une fois, la société est en bourse et n'existe d'ailleurs que depuis l'année dernière. Néanmoins, elle a affiché un profil très défensif, sans doute grâce à la participation dans Tencent. Et aujourd'hui, on pense en contraire que c'est très porteur. Voilà pour Prosus. Je vais passer la main pour la société suivante à Florent. Oui, donc on voulait vous parler également d'Adyen. Donc on est de nouveau sur un acteur hollandais. Entre parenthèses, donc vous remarquerez quand même que sans trop se consulter avec Cédric, on a mis quand même 3 acteurs hollandais dans la présentation, puisque Cédric vous parlera plus tard de ASML. Et la Hollande, je le range vraiment dans les pays technologiques, notamment. Pardon ? Non. Donc la Hollande, je range vraiment dans les pays technologiques, ce qui est finalement pas très étonnant quand on voit leur bonne gestion du Covid. Et je le range dans les pays technologiques comme Taïwan ou la Corée du Sud ou la Suisse, qui ont géré d'une main de maître cette crise en relatif par rapport aux autres pays. Voilà, donc je referme la parenthèse. Donc là, Adyen, on est sur un acteur dans le paiement électronique. Donc vraiment, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas initiés à ce domaine-là, à tout simplement taper sur Google comment fonctionne le paiement électronique. Et vous allez trouver des petites vidéos très courtes et très bien faites afin de bien comprendre comment fonctionne le paiement numérique. Et en fait, vous vous rendrez compte que, grosso modo, il y a 4 étapes dans le processus du paiement. Et ce qui est très intéressant chez Adyen, c'est leur plateforme de paiement, en fait, qui permet de gérer l'ensemble de ces étapes avec une seule et unique application, alors que la majorité des acteurs du paiement vont proposer des applications différentes pour les différentes étapes, ou vont carrément ne pas gérer une des étapes du processus de paiement. Et donc cette plateforme-là, c'est vraiment une force concurrentielle très très importante pour Adyen, pour plusieurs raisons, notamment la simplicité de souscription à cette plateforme pour les clients, le fait que ça permette de gérer les données des clients beaucoup plus facilement, la sécurité également qui est beaucoup plus simple à assurer. Voilà, j'en passe d'autres, hein. Et du coup, ce qui nous intéresse pour nous, investisseurs boursiers, c'est que ça permet à Adyen en fait de facturer cette plateforme plus cher que les offres de ses concurrents. Ce qui est également intéressant avec Adyen, c'est leur forte exposition au paiement en ligne. Ça représente 90% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et ils ont assez peu de clients par rapport à leurs concurrents, mais ils ont des clients mastodontes, comme je les appelle, du style Facebook, Spotify, Netflix, ou plus récemment, ils ont gagné un contrat avec eBay. Et quand on voit le comportement d'eBay en bourse, on se dit que pour eux, ça tourne plutôt bien, puisque eBay gagne plus de 10% depuis le début de l'année. Plus structurellement, de manière générale, la digitalisation des moyens de paiement, c'est une tendance qui est très forte, qui est partie pour durer et qui va s'accélérer, puisque notamment, en fait, on voit que l'utilisation du cash, des espèces, va continuer à s'atténuer dans le futur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Adyen. Je passe la parole à Cédric pour ASML. On va finir par ASML, c'est pour moi vraiment la pépite à connaître et même à reconnaître en Europe. Mais avant de vous parler de la valeur, il faut que je vous parle un peu dans quel secteur elle officie. En fait, ASML, c'est une société qui fournit des machines pour l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est tous les composants électroniques. C'est vraiment ce qui se retrouve en amont. Là, depuis tout à l'heure, on parle de sociétés qui offrent des services, développent des millions et des millions de lignes de code. Mais tout ça fonctionne grâce à des infrastructures qui, elles, pour le coup, sont physiques et qui sont remplies et demandent des millions et des millions de composants électroniques. Aujourd'hui, le gros de ces composants électroniques est fabriqué en grande partie, ou du moins la partie centrale, par des machines qui sont développées, produites, distribuées par ASML. Ils sont le leader absolu dans ce domaine.
Donc cette société hollandaise, très haute technologie, comme disait Florent, elle est un peu comme moi, elle est dans sa trentaine, elle a été fondée en 1984 et son métier, c'est donc de fabriquer des machines à lithographier les composants électroniques. Ils ont pour ça adopté ces dernières années une technologie assez récente, qui sont les seuls à exploiter. C'est une technologie qui va graver le circuit au moyen d'un rayon ultraviolet concentré. Ça permet d'avoir une gravure dans un domaine où, on le voit avec les téléphones portables, les PC portables, mais en fait ça s'applique à l'ensemble des puces, dans un domaine où l'idée d'avoir la gravure la plus fine pour développer les composants les plus puissants, les plus économes en énergie et le nerf de la guerre, ben, eux aujourd'hui ont un avantage irrattrapable. Leur gravure extrême UV donne un circuit qui est inférieur à 10 nanomètres. Alors 10 nanomètres, si on pouvait manipuler notre ennemi commun à tous, c'est le coronavirus, vous pouvez en prendre un pour le mettre sur le circuit en équilibre, vous ne pouvez pas en mettre deux de rang, c'est trop petit. Le circuit en dessous est trop étroit. On est vraiment dans l'infiniment petit. Et ça leur donne un avantage incroyable. Ils font des marges de l'ordre de 45%. Ils sont irrattrapables. De mon point de vue, tant qu'on travaille sur l'électronique comme on le fait aujourd'hui, c'est irrattrapable. C'est pas pour ils sont pas arrivés comme ça tout seuls. Ils investissent sur 12 milliards à peu près d'euros de chiffre d'affaires qu'ils font par an. Ils investissent 2 milliards dans la recherche et développement. Le pôle R&D et le siège social est en Hollande. Après, ils ont également des centres de recherche. Ils ont acquis d'ailleurs des compétences en Allemagne, aux États-Unis et leurs usines également, leurs centres de formation pour les ingénieurs qui vont utiliser leurs machines sont beaucoup en Asie, où se concentre le gros de l'industrie des semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y avait déjà une tendance à la hausse pour le marché des processeurs soutenue. On attend à ce que le marché de la mémoire, qui était lui plutôt en bas de cycle, redémarre cette année avec l'arrivée des nouvelles générations de composants spécialistes. Et vous avez les nouvelles barrettes de RAM qui devraient arriver dès la deuxième moitié de l'année. C'est pareil, ça fait appel à des puces toujours plus fines qui sont donc aujourd'hui fabriquées grâce à des machines d'ASML et qui sont donc commandées par les fabricants de semi-conducteurs. On a eu les résultats de la société. Je vais finir là-dessus. Là, les résultats trimestriels d'ASML. La société s'inquiète du contexte, mais aujourd'hui, ils constatent qu'ils n'ont aucune annulation de commande ou même de demande de report de commande. On aurait pu se poser la question avec le confinement notamment des industries chinoises. A priori, eux ne sont pas touchés. Leurs clients continuent à leur commander et continuent à prendre une livraison de leurs machines. Et ils ont même connu une augmentation de leur commande par rapport à l'année dernière, puisqu'on leur a demandé pour encore 3 milliards d'euros à peu près de chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros de commandes. Une machine d'ASML extrême UV, ils en fabriquent moins d'une quarantaine par an. Une machine se chiffre en prix catalogue, on pense entre 150 et 200 millions d'euros pièce, avec encore une fois 45% de marge. C'est un beau succès qui vient vraiment être connu, qui est en amont du secteur, vous l'avez compris, pour moi est un incontournable aujourd'hui dans les portefeuilles et faisait les JPE. Ce que je vous propose, c'est de prendre, si tu es d'accord Laure, de prendre quelques questions qui ont été posées. Tout à fait. Alors, de nombreuses questions. Alors, on va peut-être commencer par celle sur les valeurs, puisqu'on peut pas. Donc, votre opinion sur les fournisseurs français de systèmes de paiement électronique, Ingenico, Worldwide et d'autres, s'il y en a? Cédric, tu m'as entendu? Vous l'avez entendu, on suit aussi Worldline, mais vous l'avez entendu, aujourd'hui on privilégie un petit peu Adyen, qui s'achète dans des conditions similaires pour les gens qui travaillent dans un PEA, c'est tout à fait éligible PEA. Maintenant, la question est de savoir comment ça va se passer justement avec le confinement. On suppose que la grande distribution gagne bien sa vie en ce moment, on s'inquiète beaucoup plus pour
pour toutes les chaînes, je pense, tous les commerçants physiques traditionnels qui, eux, aujourd'hui, connaissent un énorme trou d'air et ça va se ressentir sur l'activité des services de paiement de leurs prestataires de paiement comme Worldline. Donc, ça va être intéressant de regarder. Sur le papier, aujourd'hui, vous l'avez compris, on privilégie Adyen. Juste si je peux compléter le propos de Cédric. Alors, effectivement, aujourd'hui, on privilégie un peu plus Adyen. Néanmoins, dans un portefeuille, Adyen et Worldline ne sont pas incompatibles. Parce qu'effectivement, Worldline va subir certainement un ralentissement de son chiffre d'affaires au niveau de ses ventes en points physiques. Maintenant, il y a une histoire sur Worldline qui est importante à garder en tête. Et d'ailleurs, on voit bien que le titre résiste quand même bien. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de la consolidation des acteurs du paiement en Europe. Le paiement, c'est un marché qui est très fragmenté, où il y a énormément de petits acteurs. Et en fait, Worldline rachète des acteurs et notamment là, avec le rachat d'Ingenico qui devrait se faire en fin d'année, on est en train de créer en fait le numéro 1 européen du paiement. Donc il y a cette histoire-là à bien garder en tête sur Worldline. Alors, on me pose la question aussi sur Switech, dont l'action semble rester en retard. Alors, Soitec, alors voilà, sur les semi-conducteurs, c'est intéressant parce que même au sein des semi-conducteurs, il y a du tri à faire parce que tous les acteurs déjà n'avancent pas à la même vitesse et tous les acteurs ne sont pas impactés de la même manière, notamment les acteurs qui sont très exposés à tout ce qui est marché automobile, à tout ce qui est smartphone, qui a assez fortement ralenti. Ça, ce sont des acteurs qui vont souffrir assez fortement de la crise actuelle, parce que le marché automobile, on est sur des chiffres quand même de baisse de vente des voitures de l'ordre de moins 30, moins 40%, et puis là, on n'a que les chiffres du mois de février et du début du mois de mars, et ça va certainement s'accentuer, la baisse va certainement s'accentuer. Donc, sur la partie semi-conducteur, il faut plutôt aller regarder des acteurs qui sont plus dans tout ce qui est serveur, traitement de données, et puis également tout ce qui est jeux vidéo. Par exemple, voilà, il y a un acteur qu'on est en train de regarder aux États-Unis qui s'appelle Nvidia, qui est spécialisé notamment dans les puces relatifs à l'utilisation dans les jeux vidéo. Et ça, c'est un acteur qui, en bourse, n'est pas du tout impacté, et c'est un titre qui fait des nouveaux plus hauts relatifs par rapport au Nasdaq, qui est déjà un indice qui performe très bien. Merci. Alors, je me permets de rebondir parce qu'il y avait une question sur la possibilité dans un PEA d'aller sur les valeurs technologiques américaines. Le PEA n'accepte pas directement de valeurs technologiques américaines. En revanche, vous avez la possibilité d'aller dans des fonds thématiques, et je pense notamment au tracker sectoriel. Chez Lixor, ils ont le PUST, le mnémonique PUST, le Lixor, qui reproduit le Nasdaq 100 et qui est éligible au PEA. Ça peut être une possibilité si vous voulez investir globalement dans le Nasdaq américain. Alors, c'est une question plus générale sur le secteur technologique et qui, après, va sur les valeurs citées. Donc, globalement, le secteur technologique a déjà bien rebondi, parfois en plus haut. Est-ce vraiment le moment de revenir sur ce secteur? Et puis, par rapport aux valeurs que vous avez citées, est-ce qu'elles ne sont pas déjà des trop hauts? Quel est leur PER? Il y a plusieurs questions en une, mais globalement, c'est... Voilà, le secteur a déjà rebondi. Est-ce qu'il est encore temps? Alors, une petite réponse peut-être juste sur le timing d'intervention. Alors effectivement, quand le secteur a autant repris, on peut s'interroger sur est-ce que c'est encore un bon niveau d'achat. Maintenant, si on raisonne uniquement en relatif,
et pas en absolu, hein. Et on a envie de dire, on peut y aller maintenant, car les écarts continuent de se creuser en fait. Et le comportement du secteur technologique, que ce soit européen ou américain, on remarque qu'encore dans les dernières séances, il amplifie les séances de hausse et il atténue les séances de baisse, ce qui permet de continuer à surperformer. Donc tout dépend comment vous êtes positionné en tant qu'investisseur sur le secteur. Si vous êtes déjà largement surpondéré, alors très bien, tant mieux, et peut-être on peut être plus gourmand pour le prochain point d'entrée. En revanche, si vous êtes sous-pondéré sur le secteur, faites des arbitrages et allégez ce qui se comporte moins bien et repondérez votre secteur technologique. Bref, faites le point avec votre conseiller. Je continue. Ah oui, on posait la question sur les valeurs citées, le PER. Quel est leur PER? Est-ce que ça, Florent et... Alors, Ça dépend des valeurs, hein, mais alors voilà, Microsoft par exemple, j'ai pas le PER en tête, mais je sais que son PER n'est pas du tout excessif, c'est pas une valeur chère, hein, faut pas croire que toutes les valeurs du Nasdaq sont des valeurs chères, c'est pas très cher Microsoft, contrairement à ce qu'on peut penser assez intuitivement. Alors après sur Adyen effectivement est très cher. Je crois que le PER doit être aux alentours de 40. Si on prend les bénéfices estimés sur 2021. Maintenant, la valorisation est une chose. Il faut surtout mettre la valorisation en relatif par rapport à la croissance que sont capables de générer ces entreprises. Adyen, on est quand même sur des croissances en plusieurs dizaines de pourcents de leur chiffre d'affaires. On est sur des marges à 45% pour Adyen à peu près, voire plus, parce que aujourd'hui, ils sont en train de se développer sur les points de vente physiques et sur les points de vente physiques, ils vont avoir une marge incrémentale encore plus importante. Donc, la valorisation, on parle toujours de PER. Il faut faire attention avec ces considérations-là parce que ce qu'il faut faire souvent, c'est mettre le PER en relatif à la croissance du chiffre d'affaires du groupe. Parce que le PER tout seul, c'est pas forcément un très bon indicateur. Voilà. Alors, autre question, il y en a beaucoup, hein. Peut-être pour Cédric, sur quel fabricant de relais 5G vous semble-t-il judicieux d'investir? Alors nous, on n'a toujours pas porté notre choix chez Portzamparc. En gros, vous en avez trois très en vue qui sont Nokia et Ericsson, qui sont européens, hein, et Huawei, chinois, dans un contexte où il y a eu des sujets sur la réglementation, sur les accords, sur la possibilité, alors notamment pour Huawei, mais du coup ça peut se poser aussi demain la question pour Ericsson et Nokia. Donc nous n'avons pas choisi aujourd'hui, nous ne mettons pas en avant un équipementier technique 5G. En revanche, pour jouer cette thématique, alors je crois que ça avait été évoqué à la conférence précédente, mais pour jouer la thématique du développement du réseau 5G, vous avez en Europe l'espagnol Cellnex qui achète et construit, achète les antennes existantes pour les mettre en location auprès des opérateurs et construit aujourd'hui le réseau 5G. Et ça à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. En bourse, là aussi, ça gagne à être connu, si on n'en a pas déjà parlé, parce je crois qu'elle fait plus de 25% depuis le 1er janvier, elle est revenue sur ses plus hauts ces dernières semaines, malgré les perturbations qu'on a eues sur la bourse. Alors, je crois que celle-là est pour Florent. Quels sont les autres actionnaires de Tencent? Alors, les autres actionnaires de Tencent, ben, je pense que la majeure partie des autres actionnaires de Tencent, c'est Tencent lui-même. Après, Cédric, peut-être que tu as plus d'idées, mais je n'ai pas en tête les investisseurs institutionnels sur Tencent. Non, je ne saurais pas dire sur quel pourcentage. En revanche, on peut préciser, pour revenir sur Prosus, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on en parlait, Prosus est quand même un des gros actionnaires avec à peu près 31% du capital détenu. Hein. Quand on disait que ça permet de jouer Tencent. C'est quand même un petit tiers qui est détenu à travers Prosus.
Alors là, on est plus sur des jeux vidéo, donc je pense que c'est Cédric. Ton avis sur Ubisoft, Atos, c'est pas les jeux vidéo, mais je pense que c'est pas loin. Et arrive aussi, on me pose des questions sur Disney+ et PayPal Holding. Alors ça fait, voilà, je ne sais pas si vous pourrez répondre à tout, mais sur ces 4 valeurs, quelles sont votre vision? Bon, on pressent, il y a des indicateurs assez nets comment dire, on voit que le jeu vidéo profite du confinement, on le constate, enfin, on voit les ventes, même avant les mesures de confinement, vous voyez des files d'attente qui se font devant les boutiques dans certains pays. Vous voyez les ventes en digital qui semblent pas mal se tenir, et ça se retrouve d'ailleurs dans le cours de bourse d'un certain nombre d'acteurs de vidéo. Toute la question, et c'est tout le problème globalement de ce secteur-là, c'est comment ça va se passer au lendemain du déconfinement. On pense qu'il y a des secteurs qui vont connaître une croissance en V, une chute pendant le confinement avec des achats de rattrapage au lendemain du confinement. Est-ce que dans le jeu vidéo, il ne risque pas de se produire l'inverse? Là, on a une explosion des ventes qui est très opportune, mais derrière, ça va redescendre, voire peut-être même des achats anticipés. C'est difficile de se positionner là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu plus confortable à aller sur des acteurs un peu plus globaux. Je pense effectivement à Microsoft, ou même effectivement des fournisseurs, de Florence à Nvidia, mais qui ne sont pas seulement sur le secteur du jeu vidéo. Donc se positionner sur un éditeur là, je me demande si ça va vraiment tenir au-delà de la période de confinement mondial qu'on connaît. J'en doute un petit peu. Je suis un peu plus serein effectivement sur un Tencent qui lui aussi est beaucoup plus large, beaucoup plus diversifié, et qui en plus est sur les créneaux du jeu en ligne qui s'avère les plus porteurs en ce moment. Ah, je vais prendre une dernière. Oui. D'autant plus que si je peux compléter, un acteur comme Ubisoft, pour un petit peu attirer le chaland, fait énormément de promotions actuellement pour que les clients achètent leurs jeux vidéo. Ils essayent de convertir ces nouveaux clients en clients durables. Est-ce que la stratégie est la bonne? Voilà, la question se pose. On en est vraiment pas sûr. Et pour revenir à Disney+, Disney+, c'est sûrement un succès, mais le problème, c'est que ça appartient dans un groupe qui ne fait pas que de la vidéo. Donc là, je vous renverrai votre conseiller, mais il y a une vraie inquiétude sur la tenue des parcs d'attractions Disney et de tous les reports de films qu'ils subissent en ce moment. Alors, une dernière question sur une valeur, et puis après, on va passer à la partie timing d'investissement et indice. Concernant la partie industrielle du digital, que pensez-vous de Dassault Systèmes? Beaucoup de bien. Beaucoup de bien, oui. Alors, il faut remettre les choses, faut regarder un peu ce qui s'est passé récemment chez Dassault Systèmes. Il y a un peu plus d'1 an, si je ne dis pas de bêtises, ils ont acheté pour se développer une société qui s'appelle Medidata, qui est spécialisée dans l'offre de logiciels de gestion de la recherche médicale et notamment les essais cliniques. Autrement dit, Dassault Systèmes aujourd'hui a une offre qui permet d'accélérer la recherche médicale. Ils ont communiqué sur le fait que apparemment ce premier trimestre, cette offre récente dans le groupe va représenter 80% de leur vente logicielle. Donc ça, c'est tout très positif et ça explique sans doute aussi que la société s'en sort pas trop mal boursièrement parlant. À côté de ça, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a quand même chez Dassault Systèmes aussi un tas d'acteurs classiques industriels, aéronautiques, automobiles, qui doivent souffrir en ce moment. Ce sera vraiment intéressant de regarder avec les résultats comment ça se passe. Mais sur le fond, c'est une société qui était à détenir également dans un portefeuille aujourd'hui. Ouais, et pour compléter le propos de Cédric, avec le rachat de Medidata, en fait, Dassault Systèmes est devenu le seul acteur mondial. J'ai bien dit le seul acteur mondial. Les États-Unis nous envient avec Dassault Systèmes à proposer des solutions de gestion, solutions logicielles, de gestion de projet dans le secteur médical.
Ok, donc on va passer à des questions un peu plus larges. Peut-être toujours en termes de produits, et là peut-être pour Cédric. Il y a beaucoup de questions sur à l'intérieur d'un PEA. Alors tu as un peu répondu Cédric. Quels sont les fonds qui intègrent des valeurs américaines? Donc ça, je crois que tu as répondu Cédric. Mais beaucoup de questions sur autres que les titres vifs sur lesquels on peut investir, ETF ou pas. Cédric, peut-être pour toi cette réponse. L'ETF sur le Nasdaq, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le Lixor US Technology Nasdaq 100, cas de mnémonique PUST, qui reproduit donc le Nasdaq. Ne pas oublier quand même que vous l'achetez, vous le vendez en euros, mais les sous-jacents derrière, c'est en dollars, donc vous n'êtes pas couvert contre le change. Il y avait une question, c'est d'ailleurs, je pense, sur le change qui avait été posée vendredi. Globalement, c'est difficile de mettre en place des couvertures de change sur les valeurs quand il faut, j'allais dire, supporter le risque. Si vous achetez du Microsoft, vous supportez effectivement un risque sur la hausse ou la baisse du dollar. Depuis le début de l'année, si vous avez du dollar en portefeuille, vous gagnez 3%. Ce mouvement peut s'inverser. Faut l'avoir en tête, tout simplement, mais on ne peut pas, difficilement, pour un particulier, se couvrir ses positions contre le change. Et donc, ce risque de change se retrouve y compris sur le Lixor US Technology, se retrouve aussi sur des fonds comme le Fédéral Indiciel US, qui le précise bien dans sa notice. Cédric Leboutin, peut-être tu veux compléter sur cette partie-là ou pas? Non, Cédric l'a dit, hein, soit vous prenez un tracker Nasdaq, donc ça sera une duplication souvent synthétique. Sinon, il y a des trackers qui suivent le stock 600 qui sont éligibles, stock 600 tech, mais bon, je pense que la présentation l'a illustré, c'est quand même, si on s'expose aux valeurs tech, vaut mieux aller sur les US, donc le tracker sur le Nasdaq est éligible PEA et le meilleur support. Mais on n'a pas de fonds, sinon c'est pas possible, puisque les fonds détiennent des valeurs en physique. Donc elles dépassent le quota des 80%, elles n'atteignent pas le quota des 80% des valeurs PEAbles. Merci. Peux-tu juste, Cédric Moisan, redonner le nom de l'entreprise espagnole qui construit les antennes 5G, s'il te plaît? Oui, c'est Cellnex, C-E-2-L-N-E-X. Plus loin Télécom, Cellnex Télécom qui est coté donc à Madrid. Alors maintenant on va aborder les questions plutôt liées aux indices et timing d'investissement, donc plutôt Lionel peut-être. Donc quel sera le timing des gros investisseurs pour revenir ou pas? Et puis après beaucoup de choses sur le niveau du CAC 40. La force relative des technologies par rapport au CAC, au SBF, est-ce que c'est le moment d'investir? Ça, je crois qu'on y a répondu. Mais au moins Oui. sur le timing d'investissement. Si on revient, pour revenir au CAC 40, même si c'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais il a rattrapé donc une bonne partie de la baisse qui a été faite, environ 50%. Au passage, on voit là qu'il est plus faible que des secteurs précis comme le secteur technologique, puisque Nasdaq a retracé lui 76%, les 3/4 de la baisse récente ont été rattrapés, et le CAC n'a rattrapé que la moitié, puisqu'il porte des secteurs beaucoup plus faibles, comme le secteur pétrolier, le secteur bancaire, le secteur auto et d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle les grands indices globaux se comportent moins bien que le secteur technologique. Donc pour ce qui est du CAC 40, il a rattrapé vers 4550, environ la moitié de la baisse récente. On constate ces dernières semaines, donc si on s'occupe du court terme, qu'il y a une petite zone d'arrêt à cet endroit-là, vers 4550. Bon, après, est-ce que cette résistance sera franchie ou pas sans être devin? On peut estimer que tant que cette résistance n'est pas franchie, on peut être un peu plus regardant à court terme sur le timing d'entrée. Et pour ce qui est des zones de support, il y a une première zone de support court terme vers 4330 et la suivante est vers 4100 points. Merci. Alors, que pensez-vous Alors, après, il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si on peut les traiter aujourd'hui, mais beaucoup de questions relatives aux autres valeurs que le secteur technologique. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Que font les autres valeurs non digitales pendant la crise? J'ai des questions sur Beneteau et Fontaine Pajot. Je ne sais pas si, du coup, on va les traiter maintenant. Dites-moi. Si vous êtes en jeu.
Je connais pas assez bien les dossiers pour vous en parler de manière précise. Cédric, peut-être tu connais un peu mieux, mais je vous renverrai vers votre conseiller. Ouais. C'est même aussi, c'est aussi le problème des petites capilles en général en ce moment. C'est des acteurs qui forcément vont subir des baisses assez marquées de leur chiffre d'affaires. Et comme le dit justement Cédric, le secteur des small caps a tendance à subir un peu plus de manière marquée le ralentissement économique. Ce que je vous propose, c'est l'autre Cédric qui parle. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas forcément entrer dans le détail là des mid and small, c'était pas l'objet. Mais par contre, on prend le point et puis on va voir pour faire un point plus large sur le segment dans son ensemble. Merci. Oui. Je n'ai plus de questions de mon côté. Je ne sais pas si vous en avez reçu. J'espère que, voilà, ça s'est bien passé. On est content d'avoir pu vous réunir. On a enregistré, donc le replay sera disponible demain normalement. Et on réfléchit à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des thèmes de prédilection que vous souhaiteriez qu'on en aborde, d'utiliser le chat et je les remonterai pour la prochaine webconférence qu'on est en train de préparer. Voilà. Alors, il y a juste, on va faire une précision. Rebonjour, ai-je bien compris qu'il n'existe pas d'ETF regroupant des valeurs techno européennes et donc éligible au PEA? Je pense que la réponse, moi, je crois avoir compris. Si, il y en a. Alors, je te laisse répondre. Il y en a. Je vais vous donner une usine, ça reproduit notamment le stock 600 Tech. C'est un Lixor, un stock Europe 600 technologie que vous pouvez retrouver. Bon, il y a le code usine LU 183 49 88 518. Donc un Lixor stock Europe 600 Tech. Voilà. Merci à tous, vraiment. Les remerciements arrivent via le chat. Merci, ça veut dire que ça vous a plu et on est ravis. Vous avez été rarement tous aussi nombreux pour les webconférences, donc on espère que voilà, ce format vous plaît, il vous convient et que tant mieux. Voilà. Et merci à tous et très bonne semaine de confinement. À bientôt. Merci à vous. Bonne semaine. Au revoir.